Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. De retour sur Europe 1 et sur CNews avec nos amis Vincent Herouet en pleine forme, Karim Zerebi, Joseph Massescaron, écrivain, et Céline Pina. On va s'intéresser à ce qui se passe à quelques encablures des législatives, mais d'abord le rappel des titres, bien sûr, de l'actualité avec Jeanne Cancard. Joe Biden veut renforcer l'aide militaire à l'Ukraine et la pression sur Moscou. Le président américain propose de liquider les avoirs d'oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Dans le même temps, le chef de l'État demande au Congrès une vaste rallonge budgétaire pour livrer toujours plus d'armes à Kiev. Depuis le début de l'invasion russe, les États-Unis ont déjà fourni plus de 3 milliards de dollars d'armement aux forces ukrainiennes. En France, la baisse du chômage résiste aux incertitudes économiques liées à la guerre en Ukraine. Le nombre de chômeurs a continué de baisser fortement au premier trimestre de cette année, avec 170 000 inscrits en moins en catégorie A à Pôle emploi. Les suites du scandale Orpea après une enquête administrative, c'est une enquête judiciaire qui a été ouverte à Nanterre après le signalement du gouvernement sur ce groupe privé. Orpea, gestionnaire d'EHPAD, est soupçonné de maltraitance institutionnelle et de détournement de fonds publics. L'enquête porte notamment sur les plaintes de particuliers qui se comptent par dizaines et qui n'ont pas encore été toutes étudiées. De retour dans Punchline avec nos invités, on va évoquer ce qui se passe à quelques encablures des législatives. Ce sont les grandes manœuvres à gauche, bien entendu. Jean-Luc Mélenchon tente de fédérer autour de lui le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes. On voit que ça provoque de vives tensions ici. Il y a aussi la droite de la droite, le Rassemblement national. Jordan Bardella était cet après-midi à Fréjus pour présenter les candidatures du Rassemblement national. Il y en aura une par circonscription, mais il n'exclut pas quelques collaborations. Écoutez-le. Nous avons des divergences avec les autres mouvements politiques. Maintenant, il est vrai qu'on peut se retrouver sur des constats communs, notamment sur le combat pour l'identité nationale, sur le combat contre l'immigration, et c'est la raison pour laquelle, au second tour, nous sommes parfaitement disposés à, dans l'hypothèse, dans des circonscriptions où le Rassemblement national ne se qualifie pas au second tour, à apporter notre soutien au candidat patriote, un candidat du camp national le mieux placé, qui défendrait, dans la mesure du possible, le plus possible les idées qui sont les nôtres, les convictions qui sont les nôtres. Et nous pouvons aussi envisager demain et après-demain à l'Assemblée nationale un travail commun avec des parlementaires de Reconquête s'il pouvait y en avoir. Sur place, nous avons Gauthier Lebret, notre journaliste CNews avec Sacha Robin. Vous êtes à Fréjus. Il y a eu une petite inflexion dans le discours du Rassemblement national. C'est un petit peu moins anti-Reconquête, c'est-à-dire anti-Éric Zemmour ou pas ? Ah, c'est pas du tout le sentiment qu'on a, Laurence. Au contraire, même en début de semaine, certains cadres du Rassemblement national disaient bien que certains candidats de Reconquête, comme Stanislas Rigaud et Guillaume Pelletier, pourraient être épargnés au premier tour et ne pas avoir de candidat RN face à eux. Il y aura bien un candidat du Rassemblement national dans chaque circonscription pour le moment, ou soutenu par le RN, et on ne cite pas Stanislas Rigaud ou Guillaume Pelletier pour être soutenu par le Rassemblement national. Jordan Bardella, qui est en pleine séance de photos ici avec le maire de Fréjus sur cette terrasse où il a fait sa conférence de presse. Et puis à vous signaler quand même, Laurence, des mots très durs de Jordan Bardella à l'encontre d'Emmanuel Macron. Il dit que c'est un dirigeant autoritaire et il prévient, si Emmanuel Macron a 450 députés à l'Assemblée nationale, eh bien la France n'aura plus de leçons de démocratie à donner à qui que ce soit. Merci beaucoup Gauthier Lebret avec Sacha Robin. Joseph Massescaron, votre analyse de la situation, si Emmanuel Macron avait 400 députés, effectivement, on serait dans un régime autoritaire. Mais allez-y, vous vouliez me dire quelque chose auparavant ? Oui, deux petits éléments. Sur la séance photo, on peut penser qu'en raison de la séance photo qu'il est en train de prendre, peut-être que Jordan Bardella va être candidat sur la circonscription de Fréjus. C'est pas impossible. Non. Il a dit qu'il gardait son mandat de député européen et qu'il ne se présentait pas aux législatives. Mais j'ai quand même un doute. Maintenant, il y a une question qui est au centre du débat, en fait, qui explique pourquoi également chacun des grands chefs, des talk chefs des grands blocs veulent réduire à l'étouffer leurs partenaires, la fameuse cuisson à l'étouffer. C'est très simple, c'est le financement. Nous avons un système politique où une seule fois va déterminer pendant 5 ans ce que les formations politiques vont recevoir chaque année.
C'est ça. C'est-à-dire que nous avons, il faut bien que les personnes qui nous écoutent comprennent, parce que c'est quand même assez curieux dans la sphère politique, même occidentale. C'est-à-dire que là, de résultats des législatives, eh bien, chaque formation politique va savoir ce qu'elle va recevoir pendant 5 ans, dans une période d'incertitude, dans une période de recomposition, de décomposition politique, avec un certain nombre de partis de formation qui sont évidemment fortement endettés. Et bien sûr, c'est la raison, et la première raison, je dirais même la seule raison pour laquelle le Rassemblement national va avoir des candidats dans chaque circonscription. C'est parce que pour 1,24 € ou 1,27 € par voix, pour être précis, par électeur, eh bien vous faites le compte. Et évidemment, bien sûr, le Rassemblement national, qui est quand même endetté, même s'il a eu d'excellents retours, il y a des remboursements qui doivent être faits, etc., etc. Cet élément est un élément essentiel, essentiel et primordial. Ça explique toutes les stratégies. Juste, on retourne vers Gauthier Lebret. Vous vouliez nous répondre, Gauthier, sur le fait que Jordan Bardella ne sera pas candidat aux législatives. Vous avez la raison, l'explication ? Oui, il ne sera pas candidat car il reste président du Rassemblement national. Il va mener la campagne avec Marine Le Pen, mais il ne voulait pas être parachuté et surtout, il veut rester député européen et on comprend bien qu'il mènera la prochaine bataille des européennes dans 2 ans. Merci beaucoup, Gauthier, pour cette précision. Karim, vous vouliez rajouter un mot ? Cette élection législative, elle se dessine effectivement à l'aune du premier tour avec 3 blocs. Le bloc de Mélenchon et de la France insoumise, donc, qui veut être le leader à gauche, avec, on voit les atermoiements que ça provoque. Le bloc d'extrême droite de Marine Le Pen et le bloc d'extrême centre d'Emmanuel Macron. Et ces 3 blocs veulent garder un leadership à la fois pour les questions, effectivement, des enjeux économiques et financiers, parce que c'est la vie des partis. Et je pense que ça dépasse aussi ce cadre-là. Je pense qu'il c'est le seul. C'est le seul. Allez-y, Karim. C'est difficile. Il ne veut pas entendre des arguments qui n'ont pas été évoqués. Non, je pense qu'il y a la détestation des personnes qui prend le dessus aujourd'hui sur le contenu. Ça n'a jamais empêché les alliances électorales. Oui, mais ça n'a jamais empêché les alliances électorales. Mais là, je veux te dire que Éric Zemmour, il a attaqué Marine Le Pen beaucoup plus que les autres adversaires. Hidalgo a attaqué Mélenchon beaucoup plus que les autres adversaires. Ça laisse des traces. Alors après, qu'on n'insulte pas l'avenir et qu'on puisse travailler ensemble, donc au-delà des législatives, bien évidemment. Mais là, il y a un leadership qui s'affirme à la fois sur la question financière, à la fois sur la détestation des partis. Donc, ils ne laisseront pas passer. Je pense que Mélenchon ne fera aucun cadeau ni aux écologistes ni au Parti socialiste, comme Marine Le Pen ne fera aucun cadeau à Reconquête. Oui, à un moment donné, ils essaieront de maintenir leur leadership. Il y a un processus d'union qui est en cours à gauche, qui n'est pas en cours à droite. Très simple, qui est la raison financière. Il y a une raison en termes de pouvoir qui est très forte, qui est aussi que la question se pose de savoir qui sera le leader de l'opposition. Aujourd'hui, celui qui a les meilleures chances, ça reste quand même Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est lui qui a le plus de chances d'avoir un groupe important à l'intérieur du Parlement. Et Mélenchon, il a déjà quelque part fait le tri. Quand le PS a le score qu'a fait Madame Hidalgo et que l'Europe Écologie Les Verts, qui représentait l'espoir de la gauche, fait moins de 5%, il a l'occasion parfaite d'établir une hégémonie. Après, il y va avec tellement de mépris et de violence qu'il réussit à faire éclater des choses qui étaient quand même bien dans l'axe, mais à mon avis, à la fin, il y parviendra. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, elle n'a pas de force constituée en face, de force qui est une histoire. Reconquête repose uniquement sur la personnalité de son leader, et la question est de savoir si Éric Zemmour peut être un chef de parti. Est-ce qu'il en a les qualités ? Est-ce qu'il est prêt à avaler toutes les couleuvres qu'il faut avaler sans les mâcher les 3/4 du temps ? Est-ce qu'il est prêt à finalement, ce que disait très bien Alexandre Devecchio, à mettre la patrie avant le parti ? Ils ne sont prêts ni l'un ni l'autre. Et elle sait très bien qu'avec un peu de chance, d'ici très peu de temps, il peut même jeter l'éponge de l'existence politique. Donc elle a tout intérêt pour l'instant, étant donné qu'elle n'a pas de perspective à court terme et qu'elle ne se fait aucune illusion sur ce que peut donner les législatives, à au moins régler le problème de son camp. Vincent Herouet, un mot là-dessus, sur ces alliances à droite ? Non, je trouve ça très intéressant. Effectivement, l'homme providentiel peut difficilement devenir ensuite un professionnel quand il a échoué et devenir un rentier du malheur et une sorte de leader d'une petite minorité à l'intérieur d'un camp lui-même qui est Alors, on va juste écouter Jean-Luc Mélenchon. Je vous repasse la parole, José Baptiste Caron. Lui qui tente cette alliance à gauche. Écoutez-le. La déclaration des socialistes d'une part, les propos qu'a tenus ensuite
Olivier Faure, la délégation socialiste, c'est plus les mêmes. Et on a senti qu'on se trouvait en face d'un événement imprévu, qui est une rupture de la direction socialiste avec tout un environnement qu'apparemment il ne supporte plus. Il y a eu un vote, il a en quelque sorte marqué un état des relations et on part de ça. Où est le problème? Quand on faisait dans les années 70 l'union de la gauche, le Parti socialiste faisait 12% et le Parti communiste 20%. On n'a pas pleuré qu'on allait disparaître. Il est prêt de réussir, Jean-Luc Mélenchon, à rallier les socialistes, Joseph Massescaron? Rallier, les mettre sous sa bannière. Se soumettre, le mettre sous la bannière. Ouais. Maintenant, il y aura, je pense qu'il y aura plus de parlementaires socialistes qu'on ne pense. Il y aura peut-être d'ailleurs même plus de parlementaires socialistes, sans doute, que de parlementaires France Insoumise. Il y aura certainement plus en tout cas, de parlementaires républicains que de parlementaires Rassemblement National, encore plus de parlementaires de Reconquête. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a une expérience, quand on regarde la carte électorale d'une manière extrêmement précise, quand on regarde la sociologie électorale, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de parlementaires, alors c'est de l'ordre d'une trentaine ou autre. Non, la vraie question, je reviens à votre question initiale, c'est-à-dire, que va faire Emmanuel Macron s'il arrive avec à peu près 400 députés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire avec une majorité qui sera composée d'anciennes personnes du PS, de Valls, de proches de Nicolas Sarkozy, de proches d'Édouard Philippe. Enfin, c'est vraiment une auberge. Enfin, c'est une auberge espagnole. C'est-à-dire, il y a vraiment tout le monde. Ça a été le problème qu'a vécu La République En Marche pendant 5 ans, c'est-à-dire le fait qu'elle n'existe pas en tant que formation politique. Et là, qu'est-ce que ça va devenir? Ils vont évidemment pas s'organiser en courant. Ça va de soi. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pas un vrai problème en raison du résultat, des résultats de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est aussi, on l'oublie trop souvent en France, c'est aussi la vie démocratique. Et la vie démocratique, ça passe, qu'on le veuille ou pas, par la vie des partis. Et quand il n'y a pas de parti, il n'y a pas de vie démocratique. Céline Pina, un mot là-dessus. Mais ça va être un vrai problème et ça va être d'autant plus compliqué que s'il y a un éclatement dans le spectre politique, il y a en revanche une vraie unité sociologique. Et cette unité sociologique fait que les gens ont voté principalement Macron pour défendre leurs intérêts de classe. Le problème, c'est que quand vous devenez le principe agrégateur d'intérêts d'une classe particulière, vous n'avez plus aucun message à donner au pays qui appelle à dépasser les intérêts de cette classe-là. Donc le problème, c'est qui va porter un discours d'intérêt général quand le clientélisme est en train de dévorer les 3 représentants qui pourraient, réorganiser la vie politique. Et là, on a un véritable souci de discours à tenir à un peuple auquel on ne parle qu'à la découpe. C'est-à-dire que vous avez... on va analyser le vote Le Pen comme étant celui des provinces essentiellement et des petites gens. On va analyser le vote Mélenchon qui est un peu plus comme étant celui des bobos et des banlieues. Et au milieu, on a cette espèce d'extrême centre dont on a vu, quand on a analyser qui votait pour lui, entre les retraités et les gens des CSP supérieurs, très urbains, qu'il y avait quand même une forme d'unité sociologique, malgré tout, qui existe. C'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est par exemple, dans les grandes villes, pardonnez-moi, mais dans les grandes villes, en effet, je veux dire, on voit que Jean-Luc Mélenchon a quand même un score assez important. Dire qu'Emmanuel Macron, c'est le candidat des riches ou le candidat des niches, ce qui revient à peu près la même chose, quand on regarde assez précisément la carte électorale, c'est beaucoup plus compliqué que ça. À ce moment-là, que dire d'Éric Zemmour? Allez, que dire d'Éric Zemmour? Moi, je pense que le problème aujourd'hui, de mon point de vue... Un tout petit mot. Le problème aujourd'hui du Parti Socialiste et des Républicains et d'Emmanuel Macron, qui est un problème à un moment donné similaire, même si les scores n'ont pas été les mêmes, c'est un problème de corps de doctrine. C'est pas un problème de parti ou pas de parti. Le PS est un parti, LR est un parti, ils n'ont plus de corps de doctrine. Emmanuel Macron n'a
quasiment pas de parti, parce qu'à l'REM, c'est pas un parti, mais il n'a pas de corps de doctrine. Donc, et c'est l'absence de corps de doctrine. Or, Mélenchon et Marine Le Pen, on pense ce que l'on veut, ils ont un corps de doctrine. Totalement. Donc, et c'est ça qui manque aujourd'hui à la vie politique de notre pays. C'est qu'on redéfinisse ce corps de doctrine. Ça nécessite un travail à l'intérieur des partis, pas simplement pour se distribuer les places, les investitures législatives, mais c'est un travail intellectuel, c'est un travail en profondeur, c'est un travail d'offre politique. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est le macronisme, mais on ne sait pas non plus ce que porte le Parti socialiste et ce que porte LR. Allez, il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.